Il est 8h31. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et à 8h31, notre invitée ce matin est Clara Asquette. Elle est responsable des idées pour les jeunes avec Macron en Bretagne. Elle est également adhérente au parti Renaissance, le parti de la majorité présidentielle. Elle est venue pour sa première radio en direct au micro de Bretagne 5 depuis Rennes et je l'en remercie. Bonjour. Bonjour. Alors, Clara Asquette, on est dans une posture politique aujourd'hui un peu particulière, dans un climat politique compliqué, parfois délétère. J'avais envie de vous entendre sur ce qui se passe à l'Assemblée nationale. On voit quand même que vos aînés, allais-je dire, s'empoignent quand même sur beaucoup de choses. Et puis, il y a des propos aussi qui ont été tenus. Quel regard vous avez sur cette façon de faire de la politique ? Alors personnellement, moi, c'est une façon de faire de la politique qui m'interroge quand même beaucoup. Moi, si je me suis engagée politiquement, personnellement, c'est justement pour avoir un vrai débat de fond, pas seulement des invectives et de la politique spectacle. Actuellement, c'est ce qui se passe à l'Assemblée. Moi, c'est quelque chose que je regrette. On voit bien que peu importe les partis politiques, on n'est que dans l'invective, dans la petite critique de bas étage. Il y a très peu de débats de fond. On a bien évidemment toujours des députés. Je trouve que la majorité fait un gros effort là-dessus, mais il y a d'autres partis aussi. Certains députés, je pense à des députés par exemple, certains députés Horizon, certains députés PS, même certains députés LFI qui font l'effort d'avoir ce débat-là, un débat de fond, aller chercher, on sent qu'ils maîtrisent leur sujet, mais c'est vraiment pas le cas de tout le monde, et on voit qu'il y a que de l'invective, et notamment on voit ça parce que par exemple il y a une grande dichotomie je trouve entre les débats en commission, où là vraiment il y a un débat de fond, on sent qu'on va chercher ce qui va pas, ce sur quoi on est d'accord, et par exemple les questions au gouvernement, les QAG, le mardi après-midi, où là on va être sur de la politique spectacle, de l'invective en permanence. Et moi personnellement ça m'inquiète. Je pense que c'est pas ce que les Français attendent de leur classe politique. Ils attendent pas des guéguerres, ceci, cela. Même sur après on va retrouver ce genre de guerre sur les grands médias nationaux, sur les grandes chaînes d'information, que ce soit BFM TV ou CNews. Et même si ça fait du clic, du buzz, ça n'intéresse pas les Français au fond. On a quand même un taux d'abstention qui est très élevé. Je vois pas comment on peut aller le contrer en continuant ces guerres de bas étage et on ne s'intéresse pas aux problématiques qui touchent les Français, qui sont par exemple le pouvoir d'achat, l'écologie, l'économie, la santé. Voilà. On va en parler de ces grandes thématiques dans un instant. Simplement, fallait-il finalement continuer à avoir des caméras dans l'hémicycle ? La question se pose. C'est une question qui peut se poser. Alors, moi, je tiens quand même à saluer le travail qui est fait par les chaînes LCP et Public Sénat qui ont été fusionnées d'ailleurs, si je ne m'abuse. Je trouve que vraiment le travail qu'ils font est assez remarquable. On a en temps réel ce qui se passe à l'Assemblée, ce qui est filmé. Même il y a il n'y a pas de point de vue politique, c'est vraiment juste des débats, relater ce qui se passe. Et je tiens à féliciter leur travail. Mais après, ça va plutôt être les scènes coupées, justement, qui vont être filmées par certains médias. Je ne suis pas là pour taper sur les journalistes, mais vraiment pour faire du buzz, du clic. Et du coup, sur ce point-là, ça peut poser la question. Je pense qu'il y a vraiment cette nécessité de savoir ce qui se passe en permanence à l'Assemblée. Ça permet de garder tout le monde informé. Mais bon, il y a une différence d'audience quand on voit que des fois, sur certaines audiences, il va y avoir 10 personnes à suivre le débat en commission sur un sujet très précis, et par contre les QAG, là où il va y avoir énormément de monde, donc la question peut se poser effectivement. Il y a les propos, on en parlait en commençant à l'instant, Clara Asquette, les propos tenus par ce député du Rassemblement National, propos jugés racistes. Alors on ne va pas refaire le débat ici au micro de Bretagne 5, mais on a le sentiment là aussi que c'est très vite parti, permettez-moi le mot, en live. Très vite, tout le monde s'est emparé de cette affaire. Ces propos n'avaient finalement pas à être prononcés dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Moi, je pense qu'il n'y avait pas de débat sur le fait que les propos sont racistes, qu'on le mette au singulier ou au pluriel. Le débat n'est pas là, en somme. C'est que les propos n'auraient pas dû être prononcés. C'est des propos racistes. Moi, je ne reviens pas là-dessus. Je pense que c'est un fait. D'ailleurs, il a été condamné à la plus lourde sanction, qui est de 15 jours d'exclusion. Moi, je trouve que ça pose la question. C'est-à-dire qu'on a 90 députés, Rassemblement National qui ont été élus. Moi, je pense que ça doit poser question quand même. Ce retour en force de l'extrême droite, on a dit pendant très longtemps que même si Marine Le Pen était élue lors de l'élection présidentielle, elle n'aurait jamais de majorité à l'Assemblée, ce qui est probablement
simplement faux. Personne n'était prêt à avoir 90 députés. Il y a eu beaucoup de débats autour de l'union de la gauche. Est-ce que le président de la République aura une majorité ou non? Mais le RN s'est un peu éclipsé. On n'est pas revenu sur toutes les bourdes qui ont été dites. Je reviens même pas sur les débats sur les antennes locales où certains étaient incapables de donner un point de vue sur, par exemple, des thématiques comme la fonction publique, l'éducation. Enfin, moi, je trouve ça très, très inquiétant. Et enfin, pour moi, le Rassemblement national, certes, a changé de nom, c'est plus le Front national, mais les idées sont les mêmes, pardon. Il n'y a pas eu d'écrémage ou quoi que ce soit. On sait très bien qu'ils essayent de se cacher derrière des thématiques sociales et qu'il y a une récupération justement des voix de gauche, parce qu'une partie de la gauche ne parle plus des vraies thématiques qui, on va dire, importent les classes, les classes populaires, pas dans un sens péjoratif, mais les gens qui gagnent le moins. Enfin, il faut leur parler de pouvoir d'achat, ce qu'a réussi à faire le RN, mais le RN n'en pense pas moins. Eux, leur seule thématique, on sait que c'est l'immigration, et ça reste un parti d'extrême droite, et quand l'extrême droite prend le pouvoir, on ne sait jamais quand est-ce qu'elle le rendra. Alors, on voit que le gouvernement a pris j'allais dire en main, si vous me permettez l'expression, les problèmes, en tout cas les problématiques de sécurité et d'immigration. On voit les propos de Gérald Darmanin, qui sont d'ailleurs très contestés dans les rangs de la gauche en particulier. Est-ce qu'il était temps de prendre justement à bras-le-corps ces questions très complexes finalement? Moi, je pense que c'est des questions... il faut les prendre à bras-le-corps. Il faut en parler parce que sinon, c'est des thématiques qui sont laissées sous le tapis et au final, l'extrême droite peut le récupérer et peut l'utiliser à bon escient. Donc moi, je pense qu'il faut en parler. Bien évidemment, il faut être modéré. Moi, c'est pas pour rien que je me suis engagée auprès du président de la République, mais je suis pas du tout pour un 0% immigration, ou même totalement à l'inverse, comme peut le faire une partie de la gauche, dire qu'il n'y a pas d'insécurité. Non, je pense qu'il faut prendre les problématiques à bras-le-corps et peut-être est-ce qu'il n'y aurait pas besoin justement de refaire un point sur les statistiques qu'on a actuellement en France et voir ce qui est vrai, ce qui est faux, une mise à jour. Clarifier finalement. Clarifier, oui, voilà, c'est ça. Savoir de quoi on parle, mais je pense que c'est des thématiques qui sont... vraiment utilisé, pas forcément à bon escient, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Enfin, quand on voit par exemple le Rassemblement national pendant la campagne des régionales et des départementales qui fait campagne sur la sécurité, alors que ce n'est absolument pas une compétence ni de la région ni du département. Ils ont d'autres compétences, par exemple au niveau départemental, que ce soit la CPM, le RSA, les collèges, la région, ça va être les lycées. Enfin voilà, ça c'est des thématiques dont ils auraient dû parler. Non, ils ont fait campagne sur l'insécurité, sur l'immigration, qui n'est pas une thématique, et c'est laissé sous le tapis. Et moi, ça me pose problème. Enfin, on voit bien qu'une partie de la gauche, notamment dans les années Mitterrand, ou même quand je pense à Georges Marchais, aborder les questions d'immigration et d'insécurité, ne les laisser pas sous le tapis, et je pense que c'est important parce que c'est quand même des questions centrales pour les Français. Et puis on sait très bien que si on vient sur l'insécurité, une partie de la gauche, notamment la France insoumise, quand ils vont avoir des propos en nous disant que non, il n'y a pas d'insécurité, ceci, cela, on sait très bien que l'insécurité, ça touche en premier les classes populaires. Ça ne fait pas être les gens privilégiés, c'est une conséquence qui en découle, mais c'est d'abord dans les quartiers populaires que l'insécurité se fait ressentir. Et je pense qu'il faut prendre le problème à bras-le-corps, remettre à plat les vérités et gérer comme on peut le faire. On a vu ce président de la République, Emmanuel Macron, jeune président élu, qui prend en pleine figure des crises. La crise des Gilets jaunes, la crise sanitaire, dont on n'est pas encore sorti, il faut le noter. Et puis aujourd'hui, cette guerre aux portes de l'Europe, la guerre en Ukraine, avec ce dialogue nécessaire, même s'il est très difficile et très complexe avec Vladimir Poutine. On a un président qui est présent sur le terrain, en ce moment à la COP27 aussi, on va parler d'environnement dans un instant. Est-ce que c'est ça qui vous séduit finalement, vous, la jeune génération, chez ce président de la République qui est un petit peu sur tous les fronts, même s'il est très décrié, il faut bien le dire? Alors oui, moi personnellement, c'est ce qui me séduit. Après, je sais que ça séduit pas forcément tous les jeunes. On n'est pas un des premiers partis auprès de la jeunesse. On sait très bien que ça va être Jean-Luc Mélenchon, mais après Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise, eux, ils vont être là pour faire des grands discours, faire
idolâtrer certaines choses, faire croire à certaines choses. Donc bon, on fait de la politique comme on le pense, mais moi je trouve que le président de la République est très concret. Il parle de choses, certes, qui peuvent être plutôt compliquées à entendre, mais en tout cas, il en parle. Et oui, moi personnellement, c'est ce qui me plaît. Il arrive à être sur tous les fronts. Je trouve qu'il y a vraiment cet esprit de modération. Il y a justement, on lui avait fait ce reproche d'être soit ni de droite ni de gauche, ou avec le fameux en même temps. Mais moi, je trouve que c'est ce qui me séduit. Je trouve qu'il y a des bonnes propositions à gauche comme à droite, et il faut justement s'en servir. Et je trouve qu'il est réaliste. Le fait que sa jeunesse aussi, moi, c'est ça qui me plaît. Je trouve qu'il y a ça a permis un renouvellement de la classe politique. Certes, il y a certains élus ou même ministres qui étaient déjà présents avant, donc c'est très bien, des gens avec de l'expérience, mais ça peut être bien aussi de renouveler et d'apporter un nouveau souffle. Et moi, ce qui m'a plu aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de la société civile, tout simplement, en fait. Et puis quand ils vont parler de leur thématique, on sait que ce sont des gens qui maîtrisent leur sujet. On est d'accord ou on n'est pas d'accord, mais on ne peut pas leur enlever de maîtriser leur sujet. Et moi, personnellement, c'est ça qui me plaît. Alors, on va parler d'environnement, parce que c'est aussi une des préoccupations de votre génération qui s'engage en politique. On a souvent au micro de la matinale de jeunes gens qui sont engagés, quel que soit d'ailleurs leur engagement dans un parti ou dans un autre, mais très souvent, cette thématique de l'environnement revient, alors avec chacun sa réflexion ou les moyens d'essayer de trouver, ou en tout cas essayer de trouver les moyens pour faire quelque chose pour la planète. C'est le thème de demain. On a reproché au président de ne pas être assez allant sur le sujet. Est-ce que pour vous c'est une bonne critique, ou est-ce que vous trouvez qu'on est dur avec lui ? Je pense que oui et non, c'est une bonne critique. Si elle est plutôt prononcée dans un sens amélioratif, on va dire, dans le sens où il faudrait aller plus loin sur certains points, qu'un dialogue est possible, je pense que oui, là c'est intéressant, mais si c'est critiqué pour juste critiquer ce qui a été mis en place, je vois pas vraiment l'intérêt. On sait que l'écologie, c'est une des thématiques les plus importantes pour la jeunesse. Les derniers sondages d'opinion le prouvent. C'est vrai que c'est quelque chose de très important, et je pense qu'il y a quand même eu beaucoup de choses de faites sous le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Moi, je pense notamment que ce soit à l'isolation des logements, la fin des voitures thermiques à horizon 2035, qui est une politique européenne, donc ce qui est beaucoup plus intéressant, on ne va pas se cacher, que ce soit au niveau européen, parce que actuellement, je ne vois pas comment la France ou n'importe quel autre pays peut peser tout seul face à des géants comme les États-Unis ou la Chine. Ce qui est important, c'est d'avoir une politique globale au niveau européen pour justement faire peser la balance, qui est vraiment un poids important. Oui, parce que la France toute seule ne pourrait pas faire tout, finalement. Non, c'est ça. Et puis même, je vois pas vraiment la pertinence de se contenter sur seulement le territoire français, alors que sur toute l'Europe, on peut améliorer les politiques. Et il y a eu aussi, par exemple, notamment la relance du nucléaire en France. Qui a fait débat, qui fait toujours débat. Qui fait toujours débat, voilà, qui est... moi, mon humble avis, qui est cousu, on entend beaucoup de bêtises là-dessus. Il y a beaucoup d'avis où c'est juste des avis d'opinion, il n'y a pas vraiment de culture et d'idées scientifiques, il n'y a pas de justification scientifique derrière. Et moi, je suis indubitable là-dessus. La création des 6 nouveaux EPR à horizon 2035, moi, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Je ne vois pas comment on peut penser une politique énergétique et écologique sans nucléaire. C'est impossible. On entend beaucoup de choses parce qu'on va comparer à Fukushima, à Tchernobyl. C'est dans l'imaginaire collectif. Il y a une peur de nucléaire, oui, voilà, finalement. C'est ça. On le voit, alors que dans certains pays nordiques, on enterre des déchets aujourd'hui. Le débat est plus apaisé. On voit aussi ce débat sur j'allais dire un autre domaine, en tout cas le domaine de l'environnement toujours, mais avec les bassines. On a vu ces manifestations en particulier qui sont très fortes, très violentes. Est-ce qu'aujourd'hui on est obligé de passer par une action violente, selon vous, pour faire entendre la cause écologique, ou il faut essayer de l'appréhender différemment ? Ça, c'est une grande question. Alors, certes, le côté violent, comme disent certains, ça peut permettre de choquer et qu'il y ait une prise de conscience, mais je ne suis pas forcément sûre que ce soit vraiment si pertinent que ça. On parle quand même d'une cause qui est très importante, qui est centrale, il n'y a pas de débat là-dessus, mais peut-être plutôt l'amener de façon, je pense, apaisée, essayer d'expliquer mieux aux gens pour qu'ils comprennent mieux, on va dire, la globalité du projet,
projet et des fois arrêter de s'obstiner sur certaines petites choses du quotidien où les conséquences vont pas être énormes et plutôt penser justement au niveau européen les grandes problématiques. Enfin, par exemple que ce soit justement, enfin pour moi les problématiques centrales au niveau de l'environnement, ça va vraiment être la pollution au niveau des voitures, le logement et l'énergie. L'énergie c'est central. Enfin, on en parle beaucoup. Pas s'en passer. Hein. On en parle beaucoup en ce moment avec justement les coûts de l'énergie. Alors qui augmente pour plusieurs raisons. Hein. On a ce manque de production finalement en France d'électricité avec ces réacteurs nucléaires qui sont à l'arrêt. Et puis on a aussi cette guerre en Ukraine et le gaz, évidemment, qui est l'enjeu de demain. Est-ce que justement là aussi, le grand débat de demain, ce n'est pas l'indépendance énergétique ? Oui. Ah oui, moi je suis totalement d'accord là-dessus. Je pense que continuer à se satisfaire du gaz déjà qui va venir de Russie, enfin le débat se pose actuellement avec la guerre en Ukraine, il n'y a pas de souci là-dessus, mais c'est surtout qu'on sait que le gaz c'est polluant, il faut arrêter de se leurrer quand on voit que chez Europe Écologie Les Verts, on va condamner le nucléaire, par contre avoir un genre de mix énergétique avec du gaz, ça ne leur pose pas problème parce que il faut arrêter de mentir aux gens, c'est-à-dire que faire du 100% dit renouvelable avec des panneaux solaires et de l'éolien, c'est impossible, c'est vraiment impossible. En France, si ça fonctionne aussi bien, c'est que notre part de nucléaire est quasiment à 70%. Alors après, il y a des problématiques sur les réacteurs qui sont actuellement à l'arrêt, il n'y a pas de souci là-dessus. Il n'y a pas eu de réinvestissement massif dans les réacteurs nucléaires. Le premier date de 73. Après, on a eu la construction des 58 autres entre, ça doit être 78 et 99. Mais après, il n'y a pas eu de réinvestissement massif. C'est Emmanuel Macron justement qui a remis le sujet sur le devant de la table avec son discours sur les territoires de Belfort en disant voilà, on va remettre de l'argent dans le nucléaire parce que c'est une énergie d'avenir. Certes, je suis d'accord, il n'y a pas de souci pour dire que l'EPR c'est une énergie de transition qu'il faudra penser justement, mais après ça va être sur des thématiques un peu plus complexes de fusion ou fission nucléaire. Mais dans tous les cas, moi, je ne vois pas comment on peut s'en sortir autrement. Vous parliez tout à l'heure, Clara Asquith, du côté scientifique des choses. Est-ce que aujourd'hui, les gens n'ont plus confiance dans la science, ou en tout cas s'en méfient? On l'a vu d'ailleurs lors de la crise Covid. Oui, moi je pense qu'il y a une défiance qui est apparue envers la science et envers la médecine et la santé. Moi, je trouve ça très inquiétant. Après, moi, ça c'est à titre personnel, mais pareil, le grand retour des médecines dites parallèles, naturelles, naturopathie, ce genre de choses, moi ça me pose problème quand il y a des gens qui vont arrêter leur traitement ou qui ne vont plus écouter la science vraiment, avec où on a par exemple pour certains vaccins, pour tous les vaccins et pour tous les médicaments, des essais en double aveugle randomisés, qui sont des études classiques, lambda, testées sur un grand nombre de personnes. C'est quelque chose de sûr. Et quand on va se tourner vers d'autres choses parallèles, vraiment en remplacement de la santé, moi ça m'inquiète. Les avancées sont quand même impressionnantes et gigantesques au niveau de la santé, il faut les encourager et les pousser, mais vraiment le retour au tout, moi personnellement, ça m'inquiète. Alors on a ce côté aussi fake news, grand complot, on entend beaucoup de choses, souvent d'ailleurs favorisées, amplifiées par les réseaux sociaux. Est-ce que là aussi il faut mettre un peu d'ordre? Je pense oui, vraiment, c'est... Après le souci, c'est que c'est vraiment, c'est des questions très très complexes. Ça peut pas être réglé, ça peut être vulgarisé, mais ça peut pas être réglé en 3 mots, bien évidemment. C'est un effort qu'il faut faire d'essayer d'aller comprendre, de chercher les connaissances. Même si je trouve qu'il y a des médias qui le font plutôt bien. Par exemple, je trouve que les articles du Figaro Santé sont plutôt bien résumés et sont assez accessibles aux gens. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais c'est sûr qu'on voit énormément de fake news sur les réseaux sociaux. Après, l'idée, c'est vraiment quand on va extraire une information, c'est de savoir à peu près sourcer, l'idée de se poser la question, est-ce que c'est sourcé, d'où ça vient, et je pense qu'il est central, mais c'est vrai qu'il y a énormément de désinformation et sur toutes les thématiques sur les réseaux sociaux, c'est assez inquiétant et on voit certaines informations grossir et qui sont en fait totalement fausses. Par exemple, je sais que aussi l'AFP a fait cet effort de revérifier à chaque fois, notamment quand on les suit sur Twitter, telle information, est-elle vraie, est-elle fausse? Je sais que France Info doit le faire aussi, et ça c'est intéressant parce que oui, il y a énormément de fake news et c'est pas normal. Voilà, les médias traditionnels essaient de travailler, même nous à notre petit niveau ici à Bretagne 5, pour éviter la propagation de ces fake news qui sont parfois assez surprenantes. On le voit aussi dans cette communication autour de la guerre en Ukraine. On voit ces réseaux implantés en France qui idolâtrent Vladimir Poutine par exemple. Là aussi c'est très inquiétant parce qu'on a un changement dans la société.
Oui, c'est ça. Enfin, moi, ça me pose question. Enfin, quand on voit même que certains, je pense au réseau Wagner en Russie, même qui va être très implanté sur le continent africain, qui ont des relais un peu partout. Enfin, c'est quand même très inquiétant cette désinformation-là. Qui d'ailleurs chasse la France d'un point de vue géopolitique et même physiquement. La France Barkhane a été poussée dehors. Au Mali, on a bien vu qu'il y a eu de la désinformation, comme quoi la France tuait des civils, alors que c'est totalement le contraire. C'est eux qui vont massacrer les populations civiles sur place. Mais c'est inquiétant. Et puis quand on voit qu'il y a certains partis politiques qui peuvent se faire le relais de ces informations-là, qui ont été condamnés à plusieurs reprises, ça pose question. On voit bien que ce soit la France Insoumise qui relayait des propos de Poutine ou qui soutenait ou qui ne condamnait pas. Ils n'ont d'ailleurs pas voté le soutien à l'Ukraine au Parlement européen. Ça pose question. Même et au Rassemblement national, j'en parle même pas. Moi, la première personne qui me vient en tête, c'est Thierry Mariani, qui était ancien UMP, qui était candidat au régional dans la région PACA. Moi, ça me pose question. On voit bien qu'il y a des ingérences. Il n'a aucun souci à soutenir le régime de Poutine, le régime de Bachar al-Assad. Ça pose quand même des questions. Est-ce qu'aujourd'hui, votre génération, qui est plus ouverte sur le monde, pour plein de raisons que la génération qui précède, grâce aussi aux moyens de communication, est-ce qu'elle est plus, réceptive à l'information et peut-être à essayer de retrouver la source de l'information, ou c'est pas forcément le cas ? Je sais pas, je pense que c'est vraiment une question de personne. On voit que, bien évidemment, il y a une grande partie de la jeunesse, je pense, qui fait l'effort de faire en sorte que ce soit sourcé. Mais après, ça dépend aussi des médias. Des fois, il y a certains médias qui vont certes vulgariser les choses, mais ça va pas être tout à fait vrai. Le sujet n'est pas assez poussé. Il faudrait aller creuser plus. Mais je pense que pareil, il y a une différence et ça dépend des jeunes. On voit bien qu'il y a des jeunes qui vont gober toutes les informations. Par exemple, toutes les fausses informations sur la vaccination contre le Covid. Et il y en a d'autres qui vont faire l'effort d'aller chercher. Mais après, c'est le bénéfice et le risque, on va dire, des réseaux sociaux. C'est-à-dire que ça permet d'avoir que tout le monde ait accès à l'information, mais ça dépend quel type d'information. Et puis, on voit bien qu'au niveau des algorithmes, quand on commence à avoir, par exemple, un sujet ou une thématique ou des informations vérifiées, on va voir que ça, on va se dire ça fonctionne bien. Par contre, quand on tombe dans des cercles plus vicieux où ça ne fonctionne pas bien, on va se retrouver qu'avec ça. Et c'est quand même inquiétant. Là aussi, il y a un grand travail à faire de la part du gouvernement, par exemple, ou des gouvernements qui se succèdent pour l'éducation aux médias. Alors, c'est déjà une chose faite, même dans nos médias, mais est-ce qu'il y a encore un plus grand travail à faire, peut-être, avec l'éducation nationale aussi, parce que c'est important, c'est quand même le point de départ. Alors moi, je pense que oui, ça peut être un travail qui est fait avec l'éducation nationale. On voit bien qu'on n'a pas tous la chance, tout le monde ne vient pas des mêmes milieux socio-économiques et socio-éducatifs, et tout le monde n'a pas la chance d'avoir cette culture de l'information, d'aller sourcer certaines choses, et du coup je pense que l'éducation nationale peut être un relais, par exemple dans le cadre des cours d'EMC, donc d'éducation morale et civique. Je pense que ça s'appelle encore comme ça. Moi, quand j'étais au collège-lycée, ça s'appelait encore comme ça. Alors on va vérifier, parce que je serais bien incapable de vous le dire, franchement. je vous pose juste la question, vu qu'il y a eu beaucoup de réformes, mais on parle d'éducation média aujourd'hui, c'est le terme. Et je pense que justement inclure ça dans cette matière-là, pareil avec justement de l'éducation à la démocratie, au fonctionnement des institutions en France, je pense que ça pourrait être intéressant, histoire que tout le monde soit sur un pied d'égalité et accès aux mêmes informations, on va dire, de base, et après même que ça donne envie justement de se cultiver à travers cela. Alors aujourd'hui, il nous reste 5 petites minutes, ça va très vite, Clara Scouet, 5 petites minutes pour évoquer des grands sujets. Vous avez parlé tout à l'heure à l'Assemblée nationale de ces sujets qui sont parfois sous les radars. On parle beaucoup aujourd'hui de la fin de vie, on parle aussi de la médecine de campagne. On ne trouve pas de médecins dans les campagnes, parfois dans les villes. Le gouvernement est beaucoup montré du doigt sur ces sujets-là. Est-ce qu'il va falloir, j'allais presque dire tête baissée, faire une grande réforme? Je pense que oui. Alors une grande réforme, je ne sais pas exactement comment l'envisager. Moi, je pense que la fin de vie, c'est indubitable, il faut venir dessus. Moi, je peux pas concevoir que déjà, il y a des gens qui vont se faire, suicider. Je ne sais pas si c'est exactement français. Oui, le suicide assisté. Voilà, le suicide assisté en Belgique, en Suisse, par exemple. Et il y a des Français qui sont obligés d'aller là-bas parce qu'en France, c'est actuellement pas possible, et ça va être les professionnels de santé qui vont être condamnés s'ils ont recours. Alors que, je pense que c'est une thématique beaucoup plus globale. Là, on parle même plus de partis politiques, ça touche les gens personnellement. C'est-à-dire que quand on a un de ses proches qui est touché par la maladie, qui sait qu'il est condamné, qu'il est en train de souffrir, et peut-être qu'il a envie de partir plus tôt. Et je pense que,
il faut y venir dans tous les cas. Et les Français sont d'ailleurs majoritairement pour, il faut y venir et laisser le choix aux gens. En fait, moi, j'ai du mal à comprendre qu'on puisse s'y opposer parce qu'on n'oblige pas les gens à le faire. C'est un peu comme la thématique de l'IVG. On n'oblige pas les gens à le faire, mais ceux qui ont envie peuvent y avoir recours. Et ça, je pense que c'est fondamental. Il faut mettre des garde-fous, néanmoins, sur une loi qui implique oui, bien évidemment. Beaucoup de choses, finalement, même juridiques. Oui, bien évidemment. Ce serait déjà être sûr que la personne ait bien toute sa tête et soit consciente. Il y a énormément de pathologies. Par exemple, je vais vous prendre l'exemple d'une maladie neurologique, la sclérose latérale amyotrophique. Donc, c'est une maladie où on va se paralyser au fur et à mesure. Et les fonctions vitales vont finir par s'arrêter, comme le cœur, les poumons. Mais par contre, on garde toute sa tête. On est totalement conscient et la dégénérescence en fonction des pathologies, c'est entre 6 et 36 mois, si je ne m'abuse. Et par exemple, on sait que ces personnes-là sont condamnées, mais elles ont toute leur tête, elles sont totalement conscientes, c'est juste leur fonction qui s'arrête au fur et à mesure. Pour ce genre de pathologie, ça pourrait être intéressant, ou des cancers en phase terminale. Par exemple, l'exemple du cancer du poumon, où on a à peu près 15% de survie. C'est que la majorité des personnes vont partir si elles sont en phase terminale. C'est vraiment utile d'aller continuer de s'acharner, enfin pas s'acharner, mais même de faire durer en soins palliatifs. Moi, je trouve que ça pose la question avec un encadrement, vraiment, bien évidemment, que la personne soit totalement consciente. À partir du moment où il y a des troubles psychiques et psychiatriques, la question se pose, c'est sûr, elle n'a pas toute sa tête. Mais par contre, quand la personne a toute sa tête, moi, je vois pas où est le souci. On va devoir presque se quitter. Je voulais vous entendre sur cette dernière petite minute qui nous reste sur la place des femmes en politique. Parce que, je le dis aux auditeurs, c'est votre première radio. Vous êtes engagée en politique. Vous êtes engagée très jeune en politique ? Alors, moi, ça fait vraiment 1 an que je me suis engagée. Mais ça fait depuis toute petite que j'ai des avis en politique et que ça m'intéresse en tout cas. Et que j'ai mes avis bien arrêtés. Alors, la place des femmes en politique, souvent on dit « Oh là là, les femmes en politique ». Bon, voilà. Alors, il ne s'agit pas d'avoir un propos misogyne. Non, pas de souci. Au micro de Bretagne 5, je vous rassure. Mais est-ce qu'elles doivent, j'allais presque dire, mériter leur place, faire leur place ? On a des grands exemples. Hein. On pense à Simone Veil, par exemple, qui est arrivée femme dans un monde d'hommes et qui a plutôt quand même très bien réussi. Est-ce que c'est plus dur pour une femme de faire sa place en politique ? Je pense que ça peut être plus dur parce que directement, quand on est une femme, on peut être sujet beaucoup plus facilement, que ce soit à des remarques déplacées, à des remarques misogynes qui n'ont pas lieu d'être. Mais après, c'est le monde de la politique aussi qui est très très dur en général, qui peut être très cassant, très très blessant. Et c'est sûr que, ça peut être plus compliqué d'arriver. Il faut arriver avec une grosse carapace, un gros caractère pour pouvoir s'imposer. Mais c'est sûr on voit actuellement qu'il y a toujours quand même une différence, même si alors la part des femmes l'a un peu baissé depuis les dernières élections législatives, mais sous le précédent quinquennat du président de la République, on avait la part de femmes la plus importante à l'Assemblée nationale, ce qui est quand même une révolution. Et dans la majorité présidentielle, anciennement LREM, on était quasiment à du 50%. Ça devait être du 47-53, pardon. Donc, c'est quand même très intéressant et je pense que ça prouve que la société est en train de changer. Et pour moi, il y a d'autres institutions qui restent encore plus patriarcales que la société. Il n'y a pas de débat là-dessus, mais je pense que ça tend à s'améliorer et qu'il faudra se faire sa place au fur et à mesure. Voilà, on sent qu'il y a une génération qui est très décidée à faire sa place. En vous écoutant, Clara Asquette, alors on va devoir refermer cet entretien. Clara Asquette, je rappelle que vous êtes responsable des idées pour les jeunes avec Macron en Bretagne et donc adhérente du parti présidentiel Renaissance. Et c'était votre première radio. Vous voyez, ça s'est excellemment bien passé. C'est ça, merci, grâce à vous. Je vous souhaite une très belle journée. Merci d'être venu jusqu'à nous et à très bientôt. Merci, vous de même. Au revoir. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.